Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce début de mois. Merci de prendre le rendez-vous du décryptage de l'actualité sur la télévision nationale. Les invités conviés à l'exercice de ce dimanche, Marcel Zoumenou, directeur de publication du journal Le Patriote. Marcel Zoumenou, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision nationale. Votre vis-à-vis Anon Serge Defodi, analyste politique, un habitué de ce plateau, comme vous aussi d'ailleurs. Serge Defodi, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Lénaïque Wazao. Au menu, donc, levée des sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger, le Bénin qui rouvre sa frontière. Au Sénégal, Macky Sall qui tente de se trouver une porte de sortie honorable. La tension sociale en Guinée a poussé le général Doumbouya à nommer un nouveau Premier ministre. Et enfin, l'actualité sur la toile, c'est le film documentaire Dahomey de la franco-sénégalaise Mati Diop qui a été primé à la Berlinale de 2024, la Berlinale de cette année. Mais avant tout ceci, voici la revue de presse hebdomadaire de Marcela Rossi. Débat autour de la révision constitutionnelle. La société civile est vent debout. Dans une déclaration rendue publique le 22 février 2024, la plateforme des organisations de la société civile dit suivre avec un intérêt soutenu l'évolution de l'actualité politique concernant les défis de l'organisation des élections générales de 2026. Prenant connaissance de la décision de la Cour constitutionnelle, elle salue la dynamique des débats, invite les députés à demeurer dans le même esprit que les sages et à mettre en place pour la relecture du code électoral un cadre de dialogue inclusif et participatif qui intègre les attentes des citoyens en vue de son amélioration, rapporte l'informateur. Dans sa déclaration intitulée « Privilégier l'inclusivité pour un code électoral stable », la plateforme des organisations de la société civile du Bénin a attiré l'attention de la classe politique et de l'ensemble des citoyens sur les risques que comporte l'instabilité, la fluctuation et la fragilité des lois, notamment la loi électorale qui connaît des modifications récurrentes à chaque cycle électoral, relève le journal. Et selon la priorité, entreprendre la relecture du code électoral dans une période de commémoration de l'anniversaire de la conférence des forces vives de la nation, ce sont les ancêtres qui nous parlent. L'ensemble des quotidiens, comme on peut bien s'y attendre, se font l'écho du palais des gouverneurs. Pour la Nouvelle Tribune, Hassan Seibou est le lièvre du régime de la rupture, rappelant qu'il est le porteur de la proposition de révision qui a déjà reçu l'accord de la commission des lois, poussant ainsi la révision de la loi fondamentale à 62%, observe le Béninois libéré. La proposition de loi est validée par 17 voix pour et 7 voix contre, précise le Soleil Bénin Info. Tous les députés de la majorité parlementaire se retrouvant dans la commission des lois ont voté pour, renseigne le Télégramme. Après l'étape de la commission en charge des lois, les regards sont désormais tournés vers la plénière. Et là-bas, la nation nous donne rendez-vous pour deux grandes étapes. Il y a l'étape de la prise en considération de la proposition, laquelle doit être votée à la majorité des 3/4 des membres composant l'Assemblée nationale, explique le quotidien de service public. Ainsi, pour que la proposition de loi constitutionnelle de Hassan Seibou franchisse cette étape, le dossier doit être adopté par 82 députés au moins, c'est-à-dire les 3/4 des 109 députés actuels de la 9e législature. Vient ensuite la seconde étape. La proposition de révision ne sera acquise qu'après avoir été approuvée par 88 députés au moins, équivalent à la majorité des 4/5 des parlementaires. Le Bénin a effectivement ouvert sa frontière avec le Niger. Information confirmée par plusieurs canaux parus cette semaine. Fraternité par exemple. Mais ce n'est pas le cas côté Niger, affirme Nord-Sud Quotidien avec une illustration à la une. La CEDEAO, tout ça pour ça, s'interroge Info Matin. Tel un visionnaire, le président du Bénin avait déjà lancé l'appel. Lors de ses sorties, il avait déjà appelé à la réforme de l'organisation, se souvient Info Matin. Et cela s'inscrivait dans l'idée de renforcer les instances de décision de la CEDEAO et certainement pour éviter les décisions pouvant conduire à la flexibilité de l'organisation comme celle actuellement levée dans le cas du Niger. Il revient donc au chef d'État, membre de cette communauté, soit de sortir des tiroirs les propositions du président Patrice Talon, soit de laisser la communauté en état face à une alliance des États du Sahel qui a vu le jour tout récemment, suggère le quotidien. La CEDEAO pourra-t-elle sauver ce qui reste de ses meubles? Le confrère burkinabé pose la question. Et si son image sera redorée auprès des populations qui l'accusent à tort ou à raison de prendre contre elle des mesures inhumaines et d'agir sous le diktat de puissances étrangères à la tête desquelles se trouve la France impériale
impérialiste, rien n'est moins sûr et ce rétropédalage de la session extraordinaire ne va pas l'absoudre pour autant, sans doute encore moins susciter le retour au bercail des 3 dissidents qui doivent être en train de boire actuellement leur petit lait. Au Sénégal, Macky Sall veut bien partir. Le chef de l'État sénégalais s'est enfin prononcé sur une nouvelle date pour le scrutin présidentiel. L'opposition, dans sa quasi-totalité, a refusé de participer au dialogue qui s'est ouvert le 26 février dernier, mais il dit « J'ai envie de partir, j'en ai assez ». Les quotidiens sénégalais relaient les mots de leur président depuis le Centre international de conférence Abdou Diouf. Objectif de Macky Sall, trouver un consensus pour un scrutin crédible sous l'observation nationale et internationale. Mais c'est Macky qui a dialogué avec Macky, écrit en manchette La Tribune. Ne rêvons même pas d'un consensus, Walf Quotidien se veut clair. La presse locale précise que ces discussions se sont déroulées avec quelques centaines de responsables politiques, de chefs religieux et de représentants de la société civile. Mais en l'absence de certains des protagonistes de la crise, à commencer par 17 des 19 candidats retenus en janvier pour la présidentielle par le Conseil constitutionnel. C'était donc à l'instant la revue de presse, l'actualité vue, traitée et relayée par les journaux, les canards parus au cours de la semaine. À présent, le regard de nos invités sur l'actualité nationale, c'est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Cher Marcel Zoumenou, je l'annonçais donc à l'entame de cette émission, est-on tenté de dire, le dégel dans la crise qui oppose la CEDEAO au Niger suite au coup d'État intervenu le 26 juillet dernier à Niamey. On s'en souvient, la CEDEAO avait pris une série de sanctions, des sanctions jugées radicales par certains. Lors du dernier sommet, les chefs d'État ont revu leur position et ont décidé que les États membres de l'espace puissent désormais rouvrir leurs frontières avec le Niger. Le Bénin a donc respecté cette décision. En application donc de cette décision, le Bénin a désormais rouvert sa frontière avec le Niger. Déjà oui, mais on n'est pas au bout du tunnel puisque les constats qui ont été faits ces derniers jours nous amènent à dire que, les derniers constats ont prouvé que le Niger n'a pas encore ouvert ses frontières. Et donc, la décision qu'on peut trouver salutaire prise par les autorités béninoises de rouvrir aussitôt les frontières après la levée des sanctions de la CEDEAO n'a pas porté ses fruits parce que quand vous êtes à une frontière, il y a 2 frontières. Si la première est ouverte et la seconde reste fermée, c'est que la même situation se perdit. Ce qui fait qu'aujourd'hui à Malanville, les transporteurs ont toujours leurs camions garés là-bas à implorer un peu l'indulgence et la clémence des autorités nigériennes pour qu'elles ouvrent de l'autre côté pour que le trafic puisse devenir normalement fluide. Ceci dit, il faut noter quand même que c'est une décision salutaire si on regarde de l'historique, au regard de tout ce qu'on a observé ces derniers temps-ci. Et après le coup d'État qui était intervenu au Niger, on a vu d'abord une position un peu trop martiale, un discours avec un ton martial du président béninois qui avait dû ne pas faciliter les choses de l'autre côté. Mais après, la dernière fois, quand on l'a bien suivi face aux médias béninois, on avait déjà senti que il y avait déjà cette souplesse. Et alors, Patrice Talon, qui a dû peser de tout son poids auprès de ses homologues pour qu'on en arrive là, puisque le chef de l'État béninois a revu sa position, il a clairement martelé à l'occasion de sa dernière rencontre avec la presse, comme vous l'évoquez. Tout à fait. Et il a dit clairement qu'il n'avait pas des problèmes particuliers avec les autorités du Niger, qu'il a pris cette décision au regard de ce que l'instance communautaire a décidé. Et malheureusement, il se fait que cette situation a mis le Bénin dans une situation un peu délicate. D'abord parce que la décision elle-même n'a pas été respectée par les autres pays. Le Togo, le Nigeria, et puis je crois le Nigeria n'a pas respecté. Le Bénin est le seul pays à avoir respecté cette décision. Donc, quand on est membre d'un creuset, d'un espace, il faut quand même être respectueux des tests, Marcel Zoumenou. Oui, c'est ce qui est l'idéal. Mais
je fais juste le constat que d'autres pays ne l'ont pas respecté. Et ça a donné l'impression, en tout cas auprès des autorités nigériennes, que le Bénin était un pays qui avait des problèmes particuliers, des raisons d'en vouloir aux autorités de la junte. Ce qui a radicalisé un peu leur position vis-à-vis du Bénin. Et deuxième chose que je voulais ajouter et qui n'a pas facilité les choses, c'est que la plupart des sanctions avaient agi directement sur les populations. Les sanctions économiques étaient vraiment trop importantes et puis les populations se sont senties un peu comme si la CEDEAO était contre eux. Et donc, je crois que ces deux éléments ont permis aux autorités de la junte de profiter de ce que je peux appeler ces erreurs pour se bonifier, se racheter auprès de leur population. Et parce qu'il faut reconnaître qu'après tout, faire un coup d'État, ce n'est pas ce qui est recommandé. Ce n'est pas une voie recommandée pour prendre le pouvoir. Mais les différentes positions, les différentes décisions de la CEDEAO, et avec les impacts sur les populations, ont fait que les populations sont restées un peu plus soudées aux autorités de la junte, ce qui a fait qu'aujourd'hui, malgré que cette décision d'assouplir, d'ouvrir les frontières a été prise, les autorités de la junte sont restées campées sur sa position parce qu'ils sont sûrs d'une chose, le soutien de leur population. Alors, Serge Defodi, le Niger a-t-il intérêt à maintenir, fermer sa frontière avec le Bénin? Oui, déjà, je crois que je ne vais pas marcher sur la langue. Le Niger n'a aucunement intérêt à continuer par, en tout cas, se jouer au dur. Parce que là, il faut dire que c'est le peuple nigérien qui en souffre énormément, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes des peuples qui sont condamnés plus ou moins à vivre ensemble. Je ne voudrais pas exagérer, sinon je dirais, du regard de notre corridor, que le Niger est condamné presque à utiliser notre port. Mais pour le moment, il faut permettre au temps de faire le temps qu'il faut pour que chacun puisse être situé, clairement. Je le dis parce que l'euphorie continue toujours par faire son effet et les autorités nigériennes ont tout fait de surfer là-dessus et de trouver que le Bénin avait un problème particulier avec le peuple nigérien. Cela n'en était pas du tout le cas parce que le Bénin, d'abord, si on veut commencer par la prise de position ou bien, je veux dire, le discours du président qui a été relayé abondamment, et il se voit comme quelqu'un qui, voilà, un président en mission et tout. Il faut dire qu'il était le porte-parole des chefs d'État qui ont pris une décision vis-à-vis d'un fait qui s'est produit. De base, il faut rappeler que ces décisions-là n'ont pas pour objectif de punir le peuple, mais mettre la pression sur les nouvelles autorités, les putschistes, pour restaurer l'ordre constitutionnel. De toute évidence, ce qu'il faille dire actuellement, c'est que ces décisions-là ont montré leurs limites. Et la CEDEAO doit aujourd'hui faire une réflexion très profonde sur sa politique. Est-ce que je crois que l'organisme communautaire doit peut-être enlever carrément sa bouche dans les politiques internes et de ne plus chercher à prendre des décisions dans de pareilles situations. Parce que là, on se demande qu'est-ce qui a lieu de faire dans de pareilles circonstances. Puisque vous décidez de les punir économiquement parlant pour les amener à revenir sur leurs décisions, à rendre le pouvoir à ceux qui sont élus légitimement et légalement, et ça devient problème. Vous prenez la décision aussi d'aller les affronter par la force, ça devient problème. Finalement, est-ce qu'il faudra avoir une CEDEAO qui dit dans ses prérogatives de vouloir protéger l'ordre constitutionnel dans les pays, de constater simplement les faits et de continuer son chemin, point d'interrogation. Mais de toutes les manières, il faut dire que la situation entre le Bénin et le Niger a détérioré parce que
cette décision exécutée, respectée par l'État béninois. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est sensiblement le Togo seul qui n'a pas véritablement respecté, sinon tous les autres pays presque de la sous-région ont respecté. Maintenant, ici, nous sommes dans une association et vous ne respectez pas la décision, ça laisse à désirer. Et dans le Bénin, en tout cas, jouait son rôle et respectait les décisions de l'État, ce qui a fait naître une sorte de patriotisme, en tout cas au niveau des citoyens nigériens qui au départ devaient être contre. Il y a des Nigériens qui sont contre les putschistes, les coups d'État, mais à l'allure où les choses allaient, ils ont trouvé que c'est leur public qui était carrément visé. Or, ce n'était pas véritablement le cas. Maintenant, si on doit revenir sur votre question, le Bénin a fait ce qu'il faut. Le chef d'État a montré clairement sa bonne foi en démontrant par A plus B que nous sommes des peuples frères. Tant il y a des Béninois au Niger, il y a tant aussi des Nigériens au Bénin. Donc, en tant que tel, vous le dites, des Nigériens au Bénin. Des Nigériens au Bénin. Donc, en tant que tel, nous sommes condamnés plus ou moins à vivre ensemble. Et le chef de l'État, ce n'est pas simplement au détour de la dernière rencontre avec la presse qu'il a dit, même dans son discours à la veille du Nouvel An, il a aussi exprimé certains regrets. Il dit que nous sommes en train d'aller très loin. Et comme vous l'avez dit, il a usé de tout son poids pour qu'on en arrive à prendre de pareilles décisions, qu'on en arrive à suspendre carrément toutes les sanctions prises à l'encontre de ces pays-là. Donc, il l'a fait. Et au lendemain de cette décision, parce que c'était avec Effet Média, le Bénin a joint l'acte à la parole. Et il conviendrait certainement, nous n'allons pas quand même forcer, on va les laisser voir à quel point ils pourront aller, parce que veut ou non, ils vont faire une amende honorable tôt ou tard. Alors, Marcel Menou, le corridor béninois accueille 80% du fret nigérien. Les deux peuples sont liés par l'histoire, la géographie, l'économie, la culture aussi. Mais nous avons également un MAOS projet commun, le pipeline Bénin-Niger. Oui, c'est pourquoi je dis que ces deux pays sont appelés à coopérer, à collaborer ensemble, et que la situation actuelle liée à la crise qu'on observe aujourd'hui et qui provient du coup d'État qui a lieu au Niger, cette situation doit vite fait pour fermer cette page. Parce que quand on parle uniquement des sanctions sur le Bénin, mais il y a aussi des sanctions sur le Niger. Et ça, on n'en parle pas assez. C'est vrai, vous avez dit que 80%, le chiffre que je trouve un peu trop gros, des marchandises vont vers le Niger. Mais il faut reconnaître que le Niger aussi a des conséquences qu'il est en train de subir au regard de ces décisions, que des deux côtés, que ce soit du côté du Bénin, que ce soit le niveau de mécontentement des autorités nigériennes, ils doivent travailler pour que cette frontière soit rouverte pour leur propre économie, pour leurs citoyens et pour un certain nombre de choses. Deuxième chose, c'est qu'ils ont été un peu plus loin, parce qu'on sait que désormais ils sont plus là. La CEDEAO, ça c'est ça qui complique la donne, parce que ça fait deux associations communautaires qui doivent cohabiter désormais. C'est vrai, on les a appelés à revenir, ils n'ont pas encore pris une décision. Et si ils restent dans cette poursuite, ça va compliquer désormais les choses, parce qu'il y a un certain nombre d'accords, un certain nombre de protocoles. De toute façon, le Niger ne saurait vivre en autarcie en plein 21e siècle. Additionnel que les pays de la CEDEAO avaient signé ensemble. Bon, non, ils ne vivront pas en autarcie, parce que tout au bout, ils sont trois. Peut-être qu'ils sont dans un groupe où ils vont coopérer, collaborer uniquement entre ces trois pays, et peut-être contre les autres, ou bien peut-être pas forcément dans la logique des autres. Mais ce que moi je dis toujours... Dans les faits, cela va être compliqué et difficile. Oui, tout à fait, parce que quand vous êtes dans un groupe de 15, 16 personnes, vous êtes plus fort que quand vous êtes dans un groupe de 3. Et donc le Niger, le Mali, le Burkina ont intérêt, en tout cas selon moi, à revenir au sein de la CEDEAO. La CEDEAO, certes, a beaucoup de maladies, a beaucoup de faiblesses, a beaucoup d'insuffisances. Mais je pense que tous les pays
ont un intérêt à y rester pour qu'ensemble ils puissent voir les voies et les moyens pour corriger ces faiblesses. Et la principale faiblesse de la CEDEAO, moi je dois lui dire, c'est le fait que les grandes décisions, sinon si toutes les décisions, sont prises par la conférence des chefs d'État. Et elles sont prises à l'unanimité. Ça veut dire que quand on amène un dossier sur la table, quand un président est contre, la décision est bloquée. Aujourd'hui, on reproche beaucoup de choses. À la fin, ça me permet, excusez-moi, de faire cette petite ouverture. On reproche beaucoup plus à la CEDEAO de ne pas réagir quand il y a les coups d'État institutionnels ou les coups d'État civils. Et qu'on voit la CEDEAO être plus prompte quand il s'agit des coups d'État militaires. Voilà. C'est qu'en vérité, il y a des décisions de la CEDEAO qui disent que quand il y a des coups d'État, on doit sanctionner. Mais pour ce qui est des coups d'État civils, troisième mandat et tout ce que vous voulez, mais ils n'ont jamais pu prendre une décision comme cela. À chaque fois, il y a toujours un président qui s'est opposé. La dernière fois, un homme politique a rappelé cela. En 2014, ils ont tenté de prendre une décision contre les tentatives de troisième mandat. Ils n'ont pas pu parce que 2 présidents s'étaient opposés. Ils sont revenus en 2020. Ils ont tenté une seconde fois. Et cette fois-ci, 3 présidents se sont opposés à ça. Et donc, il faut travailler. Je crois que le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les décisions ne soient pas prises, même si c'est les chefs d'État qui doivent entériner, qu'il y ait d'autres structures, que ce soit l'Assemblée de la CEDEAO, la conférence des ministres, puissent avoir le pouvoir ou bien avoir d'autres possibilités d'agir. Alors, Serge Defordji, pas plus tard que fin décembre dernier, le Bénin avait déjà annoncé la levée de la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger par le port de Cotonou. N'est-il pas temps que les autorités actuelles de Niamey revoient également leur position? Oui, je le disais tout à l'heure que le temps va faire son temps, mais les choses vont redevenir comme ce que ça doit être, clairement. Actuellement, les autorités nigérianes, excusez-moi du peu, sont un peu dans une politique qui va certainement leur montrer aussi certaines limites dans les jours à venir. Si on veut diriger, vous savez, l'art de diriger nous demande de diriger avec un peu de sagesse. Et quand on dit sagesse, ça ne coopère pas avec la sensation, avec l'émotion. Donc, et si ça ne coopère pas avec l'émotion, il faut éviter de prendre des décisions sensationnelles, des décisions émotionnelles. Parce qu'au final, ça va montrer ses limites et vous allez revenir forcément à la phase de départ. Je dirais que ce qui se passe actuellement, c'est comme une navigation à vue. Et ces autorités-là comprendront. Sinon, je vais le répéter, le Niger et le Bénin sont condamnés à vivre ensemble. Ou du moins, quoi qu'ils disent, lorsque le moment va venir et ils vont revoir un peu les relations, nos relations diplomatiques, et on donnera la possibilité à un commerçant nigérien ou, je veux dire, à un transitaire nigérien de choisir entre le port de Lomé, le port de Nigeria ou le port, n'importe quel port. Il n'aura le choix que de choisir le Bénin. Ça, c'est une réalité, c'est là. Il faut qu'on leur donne la possibilité que nous puissions voir clairement que le patriotisme a tellement pris le dessus qu'ils vont prendre une voie qui va faire peut-être une semaine, 5 jours. Au lieu de quitter le Bénin et aller au Niger c'est à peine 2 jours, maximum 3 jours, ils sont déjà là-bas. Mais quand on ne prend pas les autres... Le gain de temps le gain de temps, donc il y a tout ça. Mais actuellement... Je le répète, ce qui amène les autorités à ne pas voir l'intérêt du peuple en jeu et que le peuple aussi a été déjà rendu plus ou moins captif de ce que les gens sont contre eux, et ça a réveillé une sorte de patriotisme. Et aujourd'hui ils soutiennent la junte et on dit oui, allez-y, ils sont contre nous, mais nous allons y arriver. Vivant que les autorités actuelles de Niamey reviennent à de meilleurs sentiments à ces humains. Tout à fait. Vivant donc que la frontière de leur côté soit rouverte. On ne peut pas gérer un pays afin de favoriser le vivre ensemble et de consolider également la prospérité des activités économiques. Nous allons à présent nous intéresser au décryptage, à la lecture de l'actualité internationale. C'est dans la rubrique Interactu.
Et je reviens à vous, Serge Defodi. Le feuilleton politique en cours au Sénégal n'a pas encore connu son épilogue. Initialement prévu pour le 25 février dernier, le scrutin présidentiel a été reporté en décembre par le président Macky Sall. Le Conseil constitutionnel s'est opposé à la décision. Dans la foulée, Macky Sall a convoqué un dialogue national qui a été boycotté par la plupart des candidats donc à ce scrutin présidentiel. Et très récemment, la semaine écoulée, le Conseil des ministres de cette semaine donc, a adopté un projet de loi d'amnistie et selon les propositions issues du dialogue national, le scrutin serait fixé maintenant au 2 juin prochain. Macky tente-t-il de sortir par la grande porte? La grande porte, elle se trouve encore où? Avec toutes ces... Grosse interrogation. Toutes ces décisions, je ne vais pas dire peu réfléchies, mais avec les rétro-pédalages contraints, parce qu'il ne l'a pas fait de son propre gré. Il faut dire que la porte honorable ne lui est plus forcément réservée, mais il peut quand même refaire un peu son image. Et même si ce n'est pas par la grande porte, il peut éviter de passer par la petite fenêtre pour peut-être que les gens vont lui offrir une fenêtre un peu plus large. Et cette fenêtre doit connaître l'ascension des forces vives du Sénégal, parce que d'une manière ou d'une autre, il faut reconnaître qu'ils sont déjà dans une sorte de chaos. Parce que l'élection présidentielle qui devait avoir lieu le 25 février est déjà passée. Donc il n'y a plus une alchimie qui puisse permettre qu'on reparte en février pour que le premier tour ait lieu. Donc il faudra que Macky Sall puisse consulter toutes les forces vives afin que ces décisions prochaines soient consensuelles pour éviter davantage les casses, je vais dire, pour éviter davantage de mettre le pays dans le chaos. Mais il a commencé, il faut dire qu'il a commencé véritablement par poser quelque part en libérant déjà quelques détenus politiques, en invitant des exilés politiques. Et voilà, les gros poissons sont toujours dans la nasse. Marcel Zoumenou, l'opposition qui pense et qui estime que ce projet de loi d'amnistie a des contours qui restent encore flous, qui demeurent flous. Oui, tout à fait, parce que à partir du moment où tu poses un certain nombre d'actes, il y a une sorte de rupture de confiance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je n'ai vraiment pas compris ce qui est arrivé à Macky Sall. Je n'ai pas compris comment il a réussi à tenir le pays pendant ces 2 mandats. Et à quelques jours de la fin de son dernier mandat, il décide volontairement de se mettre en difficulté. Je n'arrive pas à savoir, j'arrive pas à comprendre pourquoi un homme peut choisir, alors qu'il a toutes les possibilités de sortir par la grande porte. Il est allé lui-même fermer cette porte, il a verrouillé. Et il est en train maintenant de forcer à sortir par une fenêtre difficilement. Parce que dans tous les cas, quel que soit ce que Macky Sall va faire aujourd'hui, il sortira par la petite porte. Et là, ça craint parce que il a déjà, si vous l'observez très bien, il a déjà créé une crise politique dans le pays. Et quand je l'entends dire ces derniers jours aussi, dans tous les cas, le 2 avril, je finis mon mandat, il va partir le 2 mandats, ça aggrave encore la situation. C'est un peu comme si on était tranquille, on n'a rien cherché, on n'a cherché aucun problème. Tu amènes le problème et tu es prêt à partir sans régler le problème et laisser le pays dans la crise. Il aurait dû laisser les élections se tenir le 25, quels que soient les cafouillages qu'il aura, les Sénégalais iraient voter, choisiraient un président, qu'il plaise à Macky ou pas, ils choisiraient un président, et ce président serait installé, je crois, le 2 juin, le 2 juin qui est la fin du mandat constitutionnel. Et donc, moi, ça me pose un problème dans le comportement des hommes politiques africains et celui de Macky en particulier. Et il y a quelques mois, j'avais commencé par l'apprécier quand il avait fait un discours solennel pour dire qu'il n'allait pas briser un 3e mandat.
Et moi qui me suis retrouvé dans mes pérégrinations ces derniers jours-ci à Dakar, les dernières assises de l'Union internationale de la presse francophone, je me suis pressé, puis j'étais devant, pour lui serrer la main, croyant que je serrais la main à quelqu'un dont je pouvais être très fier. Mais je peux dire que j'ai été vraiment déçu par tout ce qu'il a fabriqué ces derniers jours. Et qui met le Sénégal, qui, il faut le rappeler, est l'un des rares pays en Afrique à n'a jamais avoir connu un coup d'État, ni un système dictatorial. Et pour cela, les Sénégalais, je crois, pour ce que moi j'ai vu, ne le pardonneront jamais pour avoir fait ça. Parce que une rétribution des 4 est en vue. On pourrait assister également à des deals politiques. Ousmane Sonko pourrait bénéficier, pourquoi pas, de ce projet de loi d'amnistie. Karim Wade, dans la foulée également, pourrait être à nouveau candidat, lui qui a fini par renoncer à sa nationalité française. Oui, c'est des choses qu'on fait quand on voit qu'on est en situation difficile. On est obligé d'être flexible sur un certain nombre de points sur lesquels on était intransigeant hier. Parce qu'il sait que au moins, si je laisse son cours, ça va assouplir un peu la colère, le mécontentement populaire. Oui, c'est ça qu'il peut faire aujourd'hui. Alors que s'il avait choisi la bonne voie, il n'était pas obligé de faire ça. Mais il est obligé de faire ça aujourd'hui pour sauver sa tête. Parce qu'il sait à peu près ce qui peut l'attendre quand il va sortir de là. C'est le vœu de l'opposition, mais le fera-t-il? Oui, c'est pas, c'est à lui de juger. Mais je ne sais pas trop, puisqu'il a choisi de se mettre dans une situation critique, dans une situation difficile, tout seul. Je ne sais pas s'il aura la force et l'énergie nécessaires pour continuer à entretenir un conflit de fin de mandat de cette manière-là. Et s'il n'a pas la force et les moyens pour entretenir un conflit, il sera obligé de lâcher tout, de libérer tout le monde, de faire une amnistie générale pour libérer plein de gens, dont son principal opposant, Ousmane Sonko, pour au moins se racheter auprès des populations. Parce que là, il est à l'étape où il veut se racheter auprès des populations. Et quel que soit ce qu'il va faire, je crois qu'il restera toujours cette douleur-là. Ce monsieur, voulant partir du pouvoir, nous a mis dans une situation compliquée. Et ça, je crois que les Sénégalais ne vont pas l'oublier de sitôt. Une éventuelle libération de Sonko, vous y croyez? Oui, c'est bien plausible. Mon vis-à-vis là, c'est utilement dit. Actuellement, il est à une porte où il a le devoir de revoir sa relation avec le peuple, ou bien quand même se racheter auprès du peuple sénégalais. Et l'une des choses la plus, je vais dire, importante à faire, c'est peut-être la libération de Ousmane Sonko, qui est vu comme l'espoir du peuple sénégalais aujourd'hui. Vous savez que la politique de la victimisation marche un peu partout, que ce soit en Afrique ou à l'Occident. Donc Ousmane est vu aujourd'hui comme le Messie. Et s'il en arrive à prendre cette décision importante ou courageuse, et ce sera véritablement à son actif, parce qu'il pourra en ce moment-là être racheté auprès de certaines personnes. Marcel Zoumenou, comment entrevoyez-vous ce scrutin présidentiel fixé désormais au 2 juin prochain? Oui, encore qu'il n'a rien su, c'est une date choisie, contestée toujours, et tout ça, c'est parce que quelqu'un a décidé de créer des problèmes. Moi, je crois que la classe politique sénégalaise doit trouver un mécanisme pour s'asseoir. La dernière fois, la majorité a boycotté les assises. Justement. Oui, parce que Macky n'est plus crédible aux yeux de beaucoup. Donc, quand tu n'es plus crédible, les gens ne vont pas venir. Donc, je crois qu'il faut trouver un mécanisme maintenant. Et peut-être confier ça à des gens un peu plus neutres, peut-être à des organisations internationales, pour organiser réellement et très vite une assise où toutes les forces politiques, les hommes politiques les plus importants du pays puissent s'asseoir et ensemble trouver une solution, choisir très vite une date pour les élections et aller aux élections et choisir le successeur de Macky Sall. Je crois que c'est la solution. Mais Macky Sall lui-même n'a plus les coups de frein, il n'a plus la crédibilité, l'audience pour conduire les choses seul. Il faut qu'on puisse l'épauler, soit avec des personnalités morales, des personnalités religieuses. Je crois qu'ils ont beaucoup de séries. Oui, des séries, les confréries là, de Touba et autres choses.
s'ils peuvent associer ces gens à des pourparlers politiques pour apaiser un peu le pays, je crois que c'est des choses souhaitables à l'étape actuelle des choses. Une parenthèse pour apprécier la décision du Conseil constitutionnel, c'est pas courant sur le continent. Oui, c'est à l'image du pays, c'est à l'image d'un certain nombre de pratiques de la tradition du pays. Et moi, je savais que ça allait finir comme ça. Je savais que faussement, il y aura une institution qui va bloquer la voie à Macky. Soit la Cour constitutionnelle ou soit l'armée sénégalaise finira par le bloquer. Et j'attendais l'une des institutions réagir. Finalement, la Cour a réagi de la plus belle manière. Moi, je n'attendais que ça. Et on souhaite que cet exemple soit répété sur le continent. Que ça ne soit pas celui de la Côte d'Ivoire où c'est la Cour constitutionnelle qui a mis le bordel. Cette fois-ci, c'est la Cour constitutionnelle qui sauve la démocratie sénégalaise. Je pense que tous ceux qui sont membres des différentes cours constitutionnelles dans nos pays doivent s'inspirer de ces exemples et mesurer le degré de responsabilité qu'ils ont dans le devenir de nos pays. Et ça, c'est très important. Saïd Defordy, lecture et analyse. Non, je crois que c'est déjà ça. Hein. La Cour constitutionnelle de base est là pour assurer le contrôle de constitutionnalité, pour prendre des décisions qui font aussi... ce sont des décisions à valeur constitutionnelle. En tant que tel, ils ont plein pouvoir pour pouvoir prendre des décisions, on les appelle les sages, donc des décisions assez sages pour mettre en tout cas pour mettre le pays hors du chaos. Et c'est ce qui a été fait, c'est tellement salutaire. Et comme l'a dit mon aîné, il faudra que les autres cours de la sous-région puissent être fidèles à la Constitution que d'être fidèles aux hommes. Alors, comment entrevoyez-vous, vous aussi, le scrutin présidentiel qui serait fixé au 2 juin? Au 2 juin, moi, je pense que le tout va se jouer entre les forces vives de la politique sénégalaise. Macky Sall, comme je le disais tantôt, doit chercher le consensus autour de ces décisions. C'est seulement cela, c'est seulement par là qui pourra organiser les élections dans la paix, dans la cohésion. Et donc, le consensus, après consensus, toutes les parties seront obligées de contribuer à la paix. Parce que lorsqu'on parle de la paix, comme l'a dit l'ancien président ivoirien, ce n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Donc, chacun doit pouvoir contribuer à la paix en faisant un peu de concession, en faisant un peu de tolérance, et ce sera pour le grand bonheur du peuple, parce qu'au final, c'est le peuple qui en pâtit. Je vous laisse finir avec ce sujet. Non, j'ai plus grand chose à dire. Moi, mon plus grand souhait, c'est que on a déjà trop de foyers de tension en Afrique de l'Ouest. Je ne voudrais pas que le Sénégal s'y ajoute. Le Mali est là avec tous les problèmes. On a l'AES, on a des conflits, on a le terrorisme. Si le Sénégal s'ajoute, ça va envenimer la situation. C'est pourquoi moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on puisse vite apaiser ce foyer-là qui est en train de vouloir prendre aussi en incandescence. Il faut vraiment que les Sénégalais puissent trouver les voies et moyens pour trouver des solutions à leurs problèmes et pour que ce pays retrouve vite le droit chemin, le chemin de la démocratie. De Dakar, je vous embarque pour Conakry. Là, on est en Guinée. Le désormais général, c'est bien ça, hein, Marcel Zoumenou. Tout à fait. Mamadi Doumbouya a nommé cette semaine un nouveau Premier ministre de la transition, Bahouri. Cette nomination qui intervient donc en pleine crise, hein, exacerbée par une grève générale illimitée des centrales syndicales et de plusieurs autres organisations, et suite à la dissolution de l'ancien gouvernement que coiffait Bernard Goumou. Non, mais Bernard Goumou a montré, mais je crois que depuis qu'il était là, depuis qu'il a été nommé en 2022, il faisait de navigation à vue. Il n'y avait aucun résultat. Ils ont commencé une marche, mais ils ne savent pas là où ils vont réellement. Et cela démontre à suffisance par le climat actuel du pays. Nous sommes dans un climat purement délitaire. Et puis, dans ces conditions, et puis en dehors même de ce qui se passe actuellement en Guinée-Conakry avec les grèves perlées
et tout. Il faut dire qu'il y a aussi un problème au sein du gouvernement de Bernard Goumou. Il ne s'entend plus avec son garde des Sceaux, le ministre de la Justice. Et nous, on espérait déjà un remaniement ministériel où ce ministre-là se verra injecté. Mais pas fini, c'est tout le gouvernement qui a été dissous et que les civils de ce gouvernement auraient aussi montré leurs limites selon certains observateurs à vertu de ce qui se passe. Moi, je ne le dirais pas ainsi. Est-ce que les civils ont la main? Nous savons dans ces conditions où les hommes en uniforme sont au pouvoir, ce n'est pas forcément ce que vous décidez qu'on laisse passer. Hein. Donc, nous savons tous ce qui se passe un peu là. Mais de toutes les manières, c'est une politique collective. Et si cette politique connaît de succès, on dira que le succès est collectif. Donc si ça connaît aussi l'échec, c'est l'échec est collectif. D'une manière ou d'une autre, le gouvernement de la transition courant 2022 à aujourd'hui a montré véritablement ses limites, a mis même le pays carrément en lambeaux. Et dans ces conditions, je crois que le président de la transition, Doumbouya, a bien fait de le faire partie. Maintenant, ce qui a attiré mon attention, ce n'est pas le personnage passager de Bernard Goumou, mais c'est plutôt l'homme que Doumbouya a fait venir, qui est un observateur averti de la scène politique guinéenne. Baouri, qui avait déjà joué un rôle de réconciliation pour le pays en 2008. Mais là, les défis sont énormes. Les défis sont énormes. Il a l'étoffe nécessaire, il a l'étoffe qu'il faut pour le faire. Non seulement, il est un économiste de haut niveau qui connaît la scène politique, connaît les défis qu'incombe réellement la Guinée. Donc, quelqu'un qui a aussi joué un rôle dans la réconciliation, nationale en Guinée, je crois qu'il a un profil plus ou moins qu'il faut pour aider Doumbouya à sortir de là où ils sont en train d'aller. Baouri qui prend déjà donc l'engagement de s'attaquer aux véritables problèmes cruciaux de l'heure. Bon, j'ai une lecture un peu différente de celle de mon ami Defodji par rapport à la Guinée. Moi, je crois que c'est pas la Guinée n'a pas un problème de premier ministre. Que ce soit Goumou, Baouri, ou peut-être si c'est même toi, ou bien les Daïs, ou bien c'est moi qu'on dit à Ben, les mêmes problèmes vont perdurer. Moi, j'ai l'impression que c'est la tête qui est le problème en Guinée. J'ai l'impression que c'est Doumbouya lui-même le problème. Et quand j'observe tout ce que nous observons dans la sous-région, je ne vois pas la lisibilité de la politique de Doumbouya. Parce qu'un premier ministre a beau être excellent, il a beau être un ancien pacificateur et tout, mais il s'aligne toujours dans la politique d'un chef de l'État qui trace les grandes lignes. Mais quand j'observe Doumbouya, je ne vois pas où il veut aller, je ne sais pas où il est, et je ne sais pas quel chemin il est en train de prendre. Quand nous observons les autres juntes qui ont pris le pouvoir de la même manière que quand vous voyez un monsieur comme Goïta, vous savez au moins qu'il a choisi un chemin. Quels que soient les risques, il assume. Doumbouya s'est autoproclamé général. Quand vous voyez même le jeune capitaine Traoré, quand vous l'écoutez, vous sentez qu'il a au moins une idée de ce qu'il veut faire et de ses ambitions. Mais regardez très bien notre général Doumbouya. Je ne sais pas si il vous a déjà impressionné. On ne sait pas où il va et rien n'est lisible. Et donc, à partir de ce moment, quand le chef lui-même n'arrive pas à tracer la direction, à dire, vous avez beau avoir des cadres excellents, ils vont tâtonner parce que finalement, on ne sait plus ce qu'il faut. Parce qu'il y a le risque, si le Premier ministre est trop influent et trop fort, ça va créer des problèmes entre lui et le chef d'État. Et comme c'est un régime militaire, il a dit, il risque d'être zigouillé, d'être dégagé, et tout ça là. Et donc, moi, je crois qu'il faut revoir le problème de la Guinée autrement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un autre problème qui dépasse celui des premiers ministres. Que fait dans les médias pour calmer la rue? Bon, je crois que c'est un pays qui a deux problèmes, là. Un, ils ont une monnaie qui est ce qu'elle est. Mais si cette monnaie est ce qu'elle est, c'est parce qu'il y a deux problèmes qui sont presque pas conjoncturels, qui sont structurels à la Guinée.
il y a la corruption endémique, et puis il y a une sorte de laxisme lié à la gestion de façon très très légère des nombreuses ressources minières et énergétiques que ce pays possède. Il faut donc trouver un mécanisme pour rendre beaucoup plus rigoureuses les chaînes d'extraction et de vente des ressources minières. C'est un pays qui peut se suffire à partir de ces ressources minières et énergétiques. Ils ont beaucoup de choses là-bas. Et ensuite, il faut arriver à endiguer la corruption, parce que si les travailleurs sont en train de crier aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des difficultés, on n'arrive pas à payer les salaires, un certain nombre de choses. Maintenant, si on arrive à assainir tous ces secteurs, l'État pourra avoir assez de moyens pour pouvoir régler ces problèmes. Et j'entends parler de Gabéji à la tête de l'État, avec des femmes de ministres ou même du président qui vont aller faire des emplettes de plusieurs millions. Je crois que c'est des problèmes qu'il faut régler. Il faut revenir à la modestie des choses pour pouvoir sortir rapidement la Guinée de l'affaire. Sinon, à cette allure, je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver les solutions. On va changer tellement de produits. Vous vendez cher la peau de Baori, aura-t-il toutes les ressources, toutes les recettes pour contenter centrales syndicales et autres organisations? Oui, ça reste un défi, mais pas impossible à relever. Et déjà, que c'est un peu énorme, j'ai pris le temps de lire un peu les réseaux, les pages guinéennes depuis sa nomination. Et il y a beaucoup de commentaires positifs à son endroit. Donc, et ça va amener les centrales syndicales à revoir un peu leur position et à lui donner aussi un temps d'observation. Donc, pendant ce temps-là, je crois que si on lui donnait la main, il pourra faire ce qu'il peut. Mais l'aîné l'a encore dit subtilement. C'est vrai que mon intervention ne donne aucune caution au général Doumbouya, qui pour moi n'a ni le statut ni la statue pour incarner un poste, une aussi haute fonction. Pour moi, c'est un Dadis Camara guinéen. Mais là, tu es trop sévère avec lui. Non, pas vraiment. Il faut dire que il faut dire que c'est un Dadis Camara, mais un peu plus posé. Lui, par contre, ne prend pas la parole à tout va, comme Dadis le faisait. Il est posé, mais il y a rien de structurel. Il n'y a rien même de... Je veux dire, je ne veux pas... Votre comparaison est sévère, ça, je dois dire. Non, pas du tout. Ce que je dis, ce sont les faits qui me donnent raison. Lorsque quelqu'un qui fait coup d'État, sans un objectif donné, il vient et il fait que, presque, je vais dire, de l'amusement. On nomme Grand P, ambassadeur international de Guinée, on lui donne passeport diplomatique et on reçoit les artistes, des choses comme ça au palais. Et on ne s'occupe pas réellement des problèmes qui concernent la Guinée. Moi, ça me fait mal parce qu'il y a beaucoup d'amis qui vivent en Guinée. Et depuis près d'un mois, figurez-vous que cette population n'a presque pas de l'énergie électrique, de connexion. Et puis, les choses se passent de cette manière-là. Vous voulez aller où dans ces conditions? N'importe quel civil vient et puis Doumbouya ne lâche pas les choses. Doumbouya ne commence pas à comprendre que l'enjeu pour lequel il est là, c'est quand même corriger les choses. Et il veut profiter du pouvoir, comme on est en train de lui dire, parce que l'aîné l'a dit, c'est pas affaire de femme. On pouvait aller loin que ça, mais nous n'allons pas aller dans les détails. Il faudrait juste qu'il puisse permettre simplement comment on appelle, à l'actuel Premier ministre Bahouri, afin qu'il puisse mettre sa politique en œuvre pour sortir un peu le pays de la situation actuelle. Merci à vous, chers décrypteurs, chers débatteurs. Je reste avec vous pour apporter donc le boulevard de la dernière rubrique de cette émission, Potin de la Toile. Marcel Zoumenou, on finit donc avec le film documentaire Dahomey de la franco-sénégalaise Mati Diop qui a remporté l'Ours d'Or à la Berlinale 2024, la 74e édition. Le film aborde la question du colonialisme et débouche sur le retour triomphal des trésors royaux du Bénin. Un film qui fait honneur à notre pays.
Ah oui, très très content, très fier de cette franco-sénégalaise. J'aurais souhaité que ce soit une compatriote qui le fasse et j'en serais beaucoup plus fier. Cela dit, ça m'amène à parler de l'universalité de la culture. Elle n'a rien peut-être à voir avec le Bénin, mais elle a pu ressortir un pan de l'histoire du Bénin qui a séduit des jurys à l'international et qui lui ont permis de rapporter ce prix. Et donc pour moi, la culture est universelle. Et quel que soit le pays dans lequel on se trouve, on doit pouvoir être des apôtres de la culture. Si peut-être elle devait se camponner uniquement à la culture de son pays, elle irait chercher peut-être une histoire sur la Dioma ou je ne sais qui. Et peut-être que ça ne va pas impressionner le jury. Et il y a l'aspect important qui, il faut le rappeler, c'est le retour des trésors royaux qui ont propulsé le Bénin devant la scène mondiale comme un pays qui est vraiment attaché à sa culture. Aujourd'hui, c'est qu'on doit aller au-delà de ça. On doit aller au-delà de ces 26 trésors royaux. Il reste beaucoup de choses à... C'est d'ailleurs son combat. Et beaucoup de choses de l'autre côté qui doivent revenir. Et sur ça, que ce soit les gouvernants, que ce soit les populations, on doit tous se mobiliser pour que ces œuvres, les œuvres qui restent de l'autre côté puissent revenir. C'est des fois dit, le jury reconnaît qu'il faut corriger les injustices du passé. Le film a le charme de faire parler en voix off par une certaine forme de magie, le roi Guézo. Oui, vous savez, c'est un film que j'ai eu la chance de voir un peu. Avant même, en fait, j'ai assisté aussi d'autres fois à certains tournages, que ce soit au campus ou ailleurs. Il faut d'abord saluer la démarche de Diop, qui a suivi de son propre chef, je veux dire, le transport même des 26 trésors royaux, et a vu comment les Béninois ont été fiers de la chose. Il a organisé aussi des débats grand public auxquels beaucoup de jeunes ont participé, ils ont donné leur point de vue. Et à tout point de vue, on peut être en mesure de dire que le monde entier nous donne raison à travers cela. En donnant ce prix-là pour le film Dahomey montre que nous avons subi des injustices et qu'il faille les corriger. Et que, voilà, que dans les jours à venir, les restes de nos trésors puissent certainement revenir. L'autre partie qui a retenu mon attention, c'est que les jeunes qui ont participé, par exemple, au débat public ont été mis sur les orbites, dont l'acteur politique et influenceur Habib Arandessi. Et ça montre que non seulement elle est sénégalaise, mais elle s'intéresse aux histoires de l'Afrique de façon générale, mais du Bénin en particulier. Elle a aussi invité quelques Béninois pour les mettre sous les projecteurs. C'est complètement salutaire. On doit continuer par mettre la pression pour que le reste de nos trésors puisse nous revenir. Marcel Zoumenou a souligné que c'est le deuxième film africain qui reçoit ce prestigieux prix depuis sa création, la Berlinale, qui est à ça, je le disais tout à l'heure, 74e édition. Ah oui, ça prouve que c'est un film vraiment sérieux. Ça prouve que ceux qui arrivent à rapporter ce prix sont, en tout cas les réalisateurs qui ont bien goupillé les choses, le film, un bon scénario et un projet culturel très pertinent. Et c'est ce qui m'amène, je crois que mon vis-à-vis l'a dit, c'est le projet qui a séduit. Et puis au-delà du projet, il y a cette reconnaissance universelle que nous avons été, par l'histoire et par un certain nombre de choses, nous avons été brimés, et que à travers ces films, nous sommes en train de corriger un peu ces choses. Et la meilleure correction, comme je le disais, c'est de faire en sorte que toutes les œuvres qui restent de l'autre côté puissent être ramenées au pays, et de faire en sorte que, et ça c'est un vieux débat qui a disparu depuis un certain moment, c'est qu'il faut reconnaître
que l'esclavage est un crime contre l'humanité et faire le juste dédommagement par rapport à ça. Je crois que c'est très important. Stop et fin de Club Média 7 de ce dimanche. Je le rappelle, j'étais donc avec vous, vous deux. Marcel Zoumenou, directeur de publication du journal Le Patriote. Merci. Merci beaucoup, Linek. Serge Defodi, analyste politique. Merci. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. À très vite.